La forêt avait le don de vous faire sentir tout petit. Pas de manière cruelle comme le faisait la meute. Pas de ricanement, pas de comparaison chuchotée, mais d'une manière plus ancienne, plus honnête. Ici, parmi les pins imposants qui effleuraient le ventre des nuages gris, je n'étais qu'une créature parmi d'autres qui tentaient de survivre à l'hiver. Mes doigts saignaient à nouveau. Je ne les regardais pas. Les regarder rendait la douleur réelle, la rendait plus vive que la douleur sourde que j'avais appris à ignorer. La branche que je tenais dans mes mains était tordue, fendue en son milieu, probablement frappée par la foudre il y a plusieurs mois. Mais c'était tout ce que j'avais. Je la coinçais entre deux autres que j'avais déjà positionnées, essayant de former quelque chose qui pourrait ressembler à un mur. Toute la structure penchait vers la gauche comme un ivrogne, et je savais qu'elle ne tiendrait pas face à la première vraie chute de neige. Mais je continuais à travailler, le vent transportait l'odeur de la neige qui arrivait, cette odeur métallique particulière qui signifiait que j'avais peut-être 2 jours avant que la tempête ne frappe. 2 jours pour transformer ce tas de branches cassées en quelque chose qui pourrait me garder en vie. Mon souffle formait des nuages et je serrais davantage mon manteau usé, sentant chaque trou où le tissu avait cédé. J'avais autrefois un foyer, un endroit près d'un feu où j'avais ma place, ou du moins où j'étais toléré. La meute Silver Paw m'avait recueilli à l'âge de 14 ans, après que mes parents soient morts dans un accident de voiture sur une route de montagne. Je me souvenais de l'alpha de l'époque, une femme nommée Cordelia, qui me regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Elle est humaine, avait dit quelqu'un, complètement humaine. Ce n'est même pas une louve en sommeil. Comme si je ne pouvais pas les entendre, comme si je n'étais pas là, debout, avec les cendres de l'enterrement de mes parents encore sur ma robe empruntée. Ils m'ont laissé rester. Ils m'ont donné la plus petite chambre, celle qui était inondée quand il pleuvait. Ils me laissaient manger après que tout le monde ait fini. J'ai appris à être reconnaissante pour les restes. J'ai appris à me rendre utile d'une manière qui ne nécessitait ni force, ni vitesse, ni aucun des dons dont je n'avais jamais été doté. Je nettoyais, je cuisinais, je raccommodais les vêtements et je faisais semblant de ne pas remarquer quand ils parlaient de moi, comme si j'étais un meuble. C'était supportable jusqu'à ce que Marcus devienne l'alpha. Je repoussais ce souvenir, forçant mes doigts ensanglantés à nouer un autre morceau de corde, une écorce déchiquetée qui ne cessait de se casser à la jonction de deux branches. Marcus voulait une meute de guerriers de sang pur. Il l'avait clairement exprimé dans son premier discours, ses yeux me balayant comme si j'étais une tache sur le trône dont il avait hérité. En moins de 6 mois, il avait trouvé des raisons d'expulser tous ceux qui ne correspondaient pas à sa vision. Les personnes âgées, les handicapés, la jeune fille humaine qui ne se transformerait jamais, ne chasserait jamais, ne serait jamais rien d'autre qu'un fardeau. Il m'avait donné 3 jours pour partir. Il avait appelé cela de la miséricorde. C'était il y a 2 semaines. J'avais marché jusqu'ici, me dirigeant vers le nord, car le sud menait à des villes où les gens posaient des questions, où quelqu'un pourrait me reconnaître et prévenir Silverpaw. Le nord, c'était la nature sauvage, la liberté, probablement la mort, mais c'était ma mort à moi de choisir. La branche sur laquelle je m'appuyais se brisa soudainement, le bois pourri cédant avec un bruit semblable à celui d'os qui se casse. J'ai trébuché en arrière, me rattrapant contre un arbre, sentant l'écorce érafler mon manteau. Pendant un instant, je suis resté là, à regarder ma pathétique tentative d'abri. Cela ressemblait à un tas de petits bois, à une cabane d'enfants qui n'arrêterait même pas le vent, sans parler du froid. Quelque chose de chaud m'a pincé derrière les yeux, mais je n'avais pas pleuré depuis le jour où Marcus m'avait donné son ultimatum, et je n'allais pas commencer maintenant. Pleurer était un luxe réservé à ceux qui avaient quelqu'un pour les voir, pour s'en soucier. Ici, les larmes ne faisaient que refroidir votre visage. Je me suis penché pour ramasser une autre branche. C'est alors que je l'ai senti, cette ancienne conscience animale, que quelque chose nous observait. Les poils de ma nuque se sont hérissés, et mon cœur. Ce muscle traître s'est mis à marteler mes côtes. Je me suis redressé lentement, scrutant les arbres. La forêt était devenue silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de petites créatures dans les sous-bois, juste le vent et ma propre respiration saccadée. Puis je les ai vus. Des loups massifs, au pelage épais et hivernal, debout en demi-cercle à la lisière de la clairière que j'avais choisie.
Il y en avait au moins une douzaine, peut-être plus, dans l'ombre entre les arbres. Leurs yeux reflétaient la lumière déclinante de l'après-midi, reflétant des reflets dorés et ambrés, presque semblables à du feu. J'avais déjà vu des loups en meute. J'avais vécu parmi eux sous leur forme humaine. Mais je ne m'étais jamais retrouvé de ce côté-là lors d'une rencontre. Je n'avais jamais été la proie. Mes jambes se sont bloquées, une partie primitive de mon cerveau me criant des ordres contradictoires. Cours, reste immobile, grimpe, basse-toi, rance-toi. Le plus grand des loups s'est avancé. Il était noir comme un chevalier sans étoiles, mesurait facilement 1,20 mètres au garrot, et ses yeux n'étaient pas dorés comme ceux des autres, mais d'un argent profond et inquiétant. Même sous sa forme de loup, il dégageait une puissance impressionnante. Un alpha. Je le savais comme on sait quand la foudre va frapper. Un goût de métal sur la langue, une pression dans la poitrine. C'était donc ça. Après tout, après avoir survécu à la mort de mes parents, après avoir enduré des années de dévalorisation, après avoir quitté le seul foyer que j'avais connu, c'était ainsi que tout se terminait. Seul dans une forêt, déchiquetée par des loups qui ne se souviendraient probablement même pas de mon nom, car ils n'avaient jamais pris la peine de l'apprendre. Le loup noir s'approcha et je me forçai à le regarder dans les yeux. Si je devais mourir, je le ferais en regardant ce qui m'avait tué. Ma mère disait souvent que le courage n'était pas l'absence de peur, c'était d'être terrifié et d'agir malgré tout. Elle parlait de petites choses, comme passer une audition pour une pièce de théâtre à l'école ou apprendre à conduire. Je doute qu'elle ait imaginé que j'appliquerais cela à fixer du regard une créature qui pouvait m'achever d'un seul coup de dent. Mais l'attaque ne vint pas. Au lieu de cela, le loup noir s'est arrêté à environ 3 mètres de moi, inclinant légèrement sa tête massive pour m'observer. Puis il a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il a regardé derrière moi vers mon abri de fortune, vers le tas de branches cassées et d'espoir désespéré. Ses oreilles se sont dressées, et si un loup pouvait avoir l'air pensif, c'était bien lui. Les autres loups restaient immobiles, attendant. J'ai compris qu'ils attendaient sa décision, son ordre. Mon destin était entièrement entre les pattes de cette créature massive qui pouvait probablement abattre un élan sans même ralentir. Je l'entendis alors, le bruit des eaux qui se déplaçaient, se reformant. C'était quelque chose auquel on ne s'habituait jamais, même après avoir côtoyé des métamorphes à maintes reprises. La forme du loup noir scintilla, se contracta, se transforma en quelque chose d'autre, en quelqu'un d'autre. Il se tenait maintenant devant moi sous forme humaine, et je dus lutter pour ne pas reculer. Il était grand, bien plus d'1,80 m, avec une carrure qui témoignait d'une vie passée à exercer sa force physique. Ses cheveux étaient foncés, assez longs pour effleurer ses épaules, et ses yeux, bien qu'argentés, étaient restés les mêmes. Il était torse nu malgré le froid, vêtu uniquement d'un pantalon sombre qui semblait bien trop cher pour cet endroit perdu. Des tatouages marquaient ses bras et sa poitrine, des motifs complexes qui, selon moi, pouvaient être des symboles de meute, mais provenant d'un tout autre territoire. Il me regarda, puis regarda mon abri, puis me regarda à nouveau. Un muscle de sa mâchoire se contracta lorsqu'il parla. Sa voix était plus grave que je ne m'y attendais. Elle était rendue rauque par quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Tu construis avec du bois mort. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Ma voix était plus assurée que je ne me sentais. C'est tout ce que j'ai pu trouver que je pouvais casser. Ça ne tiendra pas. Il l'a dit comme un fait, comme s'il me disait que le ciel était gris. Je sais. Que pouvais-je dire d'autre? Je savais que c'était sans espoir. Je l'avais su dès que j'avais posé chaque branche, chaque morceau d'écorce que j'avais essayé d'entrelacer. Mais un travail sans espoir restait un travail, restait un mouvement, restait mieux que de s'allonger pour mourir. Il m'a observé longuement, et je n'ai pas pu déchiffrer son expression. Puis il s'est retourné, regardant les loups qui attendaient dans les arbres. Il a émis un son, pas tout à fait un mot, plutôt un ordre dans une langue plus ancienne que le langage. Les loups se sont fondus dans la forêt, disparaissant si rapidement et silencieusement que j'aurais pu les imaginer. Tous, sauf 3, qui se sont transformés comme lui, devenant des hommes qui avançaient avec l'assurance désinvolte de personnes qui n'avaient jamais eu à remettre en question leur place dans le monde. Ils étaient plus jeunes que l'alpha, me semble-t-il, mais avaient tout de même la carrure de guerrier. L'un avait les cheveux roux et une cicatrice sur la clavicule.
Un autre était blond, avec des yeux verts perçants, qui m'évaluait avec un intérêt clinique. Le troisième avait la peau plus foncée, était silencieux et observait tout. L'alpha, car c'est ce qu'il devait être, regarda les trois autres, puis fit un geste vers la forêt derrière moi. Apporter du bois convenable. Ils partirent sans poser de questions, se déplaçant à une vitesse surnaturelle dans les arbres. Je restais figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Mon esprit essayait de rattraper une réalité qui avait changé trop rapidement. À un moment, je me préparais à mourir. L'instant d'après, un alpha qui aurait pu me tuer sans effort était quoi? En train de m'aider? Pourquoi? Le mot m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Il tourna ses yeux argentés vers moi et pour la première fois, je vis quelque chose scintiller en eux. Pas de la pitié. J'aurais détesté la pitié, mais d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Parce que, dit-il doucement, je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un refuse d'abandonner. Même quand ils auraient dû, les trois loups, les hommes, revinrent avec du bois qu'il m'aurait fallu des jours pour trouver, sans parler de le transporter. Ils se déplaçaient avec une efficacité qui témoignait d'années de travail en équipe, déposant au sol des bûches 2 fois plus hautes que moi sans faire le moindre bruit. Le blonde m'a surpris en train de le regarder et a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. L'alpha avait fait le tour de ma pathétique tentative d'abri, s'accroupissant de temps en temps pour examiner le sol, l'angle des arbres, la façon dont le vent soufflait dans la clairière. Il se déplaçait comme de l'eau, comme quelque chose qui n'avait jamais connu la maladresse ou l'incertitude. Quand il revint, il désigna un endroit à 5 mètres de l'endroit où je construisais. Là, dit-il, le sol est plus élevé. L'eau s'écoule vers l'est quand il pleut. Je regardais l'endroit que j'avais choisi et remarquai alors la légère dépression. La terre y était plus sombre. Bien sûr, j'avais été tellement concentré sur la recherche d'un espace abrité par les arbres que je n'avais pas pensé au drainage. Une autre erreur qui aurait pu me coûter la vie. Une erreur de plus à ajouter à la liste. Le rouquin a commencé à disposer le bois avec la précision de quelqu'un qui avait construit une centaine de structures. Les fondations d'abord, m'a-t-il dit, s'adressant à moi pour la première fois. Sa voix avait un accent que je ne pouvais pas identifier. Peut-être européen. On construit à partir du sol, pas à partir de l'espoir. Cela aurait pu être cruel, mais quelque chose dans son ton rendait ses paroles presque gentilles, comme s'il partageait une vérité plutôt que de se moquer de mon ignorance. Je m'appelle Finn, a-t-il ajouté en enfonçant un pieu aiguisé dans le sol à main nue. La terre l'a accepté comme du beurre. Lui, c'est Jasper. Il a fait un signe de tête en direction du blond, et l'ombre silencieuse là-bas, c'est Ezra. Ezra, le brun, a acquiescé d'un léger hochement de tête. Il mesurait quelque chose à l'aide d'outils qui semblaient provenir d'un sac que je ne l'avais pas vu porter. D'où venait-il? Je commençais à comprendre que ce n'étaient pas simplement des loups qui étaient tombés sur moi par hasard. C'était organisé, délibéré. L'alpha observait le travail de sa meute, donnant parfois une instruction d'un simple regard ou d'un petit geste. Il le comprenait sans parole, se déplaçant de manière synchronisée comme les pièces d'un grand engrenage. C'était à la fois beau et douloureux à regarder. Cette chose que je n'avais jamais eue, cette appartenance plus profonde que le sang. Je restais là, inutile, les doigts ensanglantés, recroquevillés contre mes paumes, ne sachant que faire. J'avais passé des années à me rendre utile à une meute qui me tolérait d'à peine. Mais ici, je ne faisais que gêner. Ces hommes agissaient avec une force qui rendait mes tentatives de contribution risibles. Tu vas rester là sans rien faire? La voix de l'alpha interrompit le tourbillon de mes pensées. Je le regardais, découvrant que ses yeux argentés étaient fixés sur moi avec une intensité qui me coupa le souffle. Je ne peux pas soulever ce qu'ils peuvent soulever. Non, acquiesça-t-il. Je me préparais à être renvoyé, à me voir rappeler mon inutilité. Au lieu de cela, il fit un geste vers un tas de petites branches que Finn avait mises de côté. Mais tu peux trier les morceaux droits là et les courber là. Nous aurons besoin des deux. C'était une tâche si insignifiante, si simple que même moi je ne pouvais pas échouer. Mais la façon dont il l'avait dit, comme si ma contribution comptait vraiment, fit craquer quelque chose dans ma poitrine. Je me dirigeais vers le tas avant que mes jambes n'oublient comment fonctionner, avant que la douleur derrière mes yeux ne devienne plus intense. Je triais les branches tandis que le monde prenait forme autour de moi.
Ils travaillèrent tandis que le soleil filtrait à travers les arbres, peignant tout de doré, d'ambre et d'ombre. Les fondations furent posées en premier, comme Finn l'avait dit, en bois massif qui résisterait à la pourriture et aux intempéries. Puis les murs, de vrais murs, assemblés avec des joints que je n'avais vus qu'en photo. Jasper grimpa comme si la gravité n'était qu'une suggestion, posant les poutres qui soutiendraient le toit. Ezra mesura et ajusta, s'assurant que tout était de niveau, droit, parfait, et l'alpha y fit tout. Il soulevait ce qui devait être soulevé, coupait ce qui devait être coupé, donnait des instructions quand c'était nécessaire, travaillait aux côtés de sa meute quand aucune instruction n'était nécessaire. J'avais déjà vu des alphas. Marcus avait pris des airs supérieurs et donné des ordres à distance, traitant le travail physique comme s'il était indigne de lui. Cet homme dirigeait depuis le front, les mains aussi sales que celles des autres, utilisant sa force plutôt que de simplement l'afficher. Je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas son nom. Comment dois-je vous appeler? La question m'a échappé pendant une pause alors que Finn et Jasper discutaient de l'angle d'une poutre de soutien. Il m'a regardé depuis l'endroit où il fixait un joint d'angle. La plupart m'appellent Votre Majesté. Mon cœur s'est arrêté. Majesty King. Ce n'était pas simplement l'alpha d'une meute quelconque dans les bois. C'était l'alpha, celui dont même Marcus avait parlé à voix basse et avec révérence lors des réunions de la meute. Le roi des territoires du Nord, souverain du plus grand domaine de loup-garou d'Amérique du Nord. J'avais regardé fixement un membre de la royauté et exigé de savoir pourquoi il m'aidait. J'ai dû avoir l'air bouleversé, car quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement a traversé son visage. Mais vous pouvez m'appeler Caspian. Je m'appelle Sarah. Mon nom semblait insignifiant comparé au sien. Oubliable. Je ne savais pas. Je veux dire, je n'aurais pas quoi. Il se redressa, essuyant la sueur de ses mains. Il m'interrogea. Tes bonnes questions montrent que tu as encore de l'esprit. Finn rit quelque part au-dessus de nous, mais je ne comprenais pas ce qui était drôle. Jasper secoua la tête, mais souriait aussi. Son expression tranchante suggérait qu'il savait quelque chose que j'ignorais. La nuit tomba plus vite que je ne l'avais prévu. La température baissa si rapidement que je pouvais voir mon souffle se condenser dans l'air. Mon abri, non, ma cabane désormais, avait des murs et un toit partiel. C'était plus que ce que j'avais rêvé de construire en un mois, sans parler d'une soirée. C'était la différence entre survivre et simplement mourir plus lentement. Ezra alluma un feu sans demander. Les flammes prirent incroyablement vite sur du bois qui aurait dû mettre plus de temps à brûler. De la magie. Probablement la magie de la meute dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vu utiliser avec autant de désinvolture. La chaleur m'attirait comme un papillon de nuit. Mon corps se souvenait de ce que c'était que de ne pas avoir froid jusqu'aux os. Assieds-toi, pardon, et ce n'était pas tout à fait un ordre, mais pas tout à fait une suggestion non plus. Je m'assis sur une bûche que Finn avait placée près du feu. La chaleur semblait vivante contre mon visage, presque douloureuse après avoir passé tant de temps dans le froid. Je regardais les flammes danser et essayais de ne pas penser à ce que cela signifiait, à ce que je devais, à ce qui serait exigé en échange. Rien n'était gratuit. J'avais appris cette leçon très jeune et j'avais les cicatrices pour le prouver. Tu saignes. Jasper apparut à côté de moi avec une trousse de premiers secours qui semblait être de qualité militaire. Il avait enfilé une chemise à un moment donné, un laine épaisse qui coûtait probablement plus cher que tout ce que je possédais. Ce n'est rien. J'ai essayé de recroqueviller mes doigts, de cacher la preuve de ma faiblesse. Ce n'est pas rien. Il n'a pas tendu la main vers mes mains, n'a pas forcé, et simplement attendu, patient comme une pierre, jusqu'à ce que je les étende lentement vers la lumière du feu. Les coupures n'étaient pas profondes, mais elles étaient nombreuses, certaines anciennes et à moitié cicatrisées, d'autres fraîches dues au travail de la journée. Mes paumes étaient calleuses à des endroits étranges, la peau de quelqu'un qui avait appris le travail par désespoir plutôt que par formation. Jasper les a nettoyées avec quelque chose qui piquait, mais je n'ai pas bronché. J'avais appris depuis longtemps que montrer sa douleur ne faisait que mettre les gens mal à l'aise. « Tu es seul depuis un certain temps », a-t-il dit doucement, en enveloppant ma main droite avec une habileté insuffisante. 2 semaines. Puis, parce que la lumière du feu et cette gentillesse inattendue m'ont rendu imprudent,
Mais je suis seul depuis plus longtemps que cela. Il m'a regardé, ses yeux verts perçants et inquisiteurs. La meute Silverpaw. Mon corps tout entier s'est raidi. Comment as-tu obtenu ton manteau? Il a fait un signe de tête vers l'endroit où je l'avais finalement enlevé. Ce vêtement usé, avec ses pièces et ses réparations, porte leur emblème brodé à l'intérieur. Il est décoloré, mais visible, si tu sais où regarder. Bien sûr, j'avais oublié cela, cette marque qui m'identifiait même en exil. Je ne suis plus avec eux. Clairement, il se déplaça vers ma main gauche, avec douceur malgré sa force évidente. Marcus est un imbécile. Je clignais des yeux en le regardant. On ne parlait pas ainsi des alphas, surtout pas de ceux qui contrôlaient un territoire important. C'était dangereux, irrespectueux. Mais Jasper l'a dit comme s'il commentait la météo, comme si l'opinion de Marcus importait moins que la poussière. Il a des idées bien arrêtées sur la pureté de la meute, ai-je dit prudemment. Les mots que j'avais entendus Marcus utiliser dans ses discours. Il a des idées bien arrêtées sur sa propre importance. Finn est intervenu de l'autre côté du feu. Il était en train de cuisiner quelque chose. Du lapin, ai-je pensé, l'odeur me nouant l'estomac d'une faim que j'avais ignorée. La pureté n'est qu'une excuse. Le contrôle est l'objectif. Caspian était resté silencieux pendant cet échange, se tenant légèrement à l'écart de la lueur du feu, le visage à moitié dans l'ombre. Mais il prit alors la parole, d'une voix si grave que même les flammes semblaient se courber vers lui. Tu es humaine, cela ne fait aucun doute. Oui. Je croisais son regard par-delà le feu, refusant de détourner les yeux, même si mon instinct me poussait à baisser le regard devant un roi alpha. Tout à fait. Pas de loup, aucune chance d'en avoir un. Mes parents étaient humains, eux aussi, et Silverpaw t'a recueilli. En tout cas, après la mort de mes parents, la vieille alpha Cordelia croyait en toi. Je cherchais le mot compassion, je suppose. Elle disait que la famille ne se résumait pas au sang ou à la fourrure. Mais Marcus ne partage pas cette croyance. Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. Non, il m'a donné 3 jours pour partir. Il a appelé ça de la pitié, car il aurait pu simplement... Je me suis interrompu, ne voulant pas finir cette phrase. Te tuer. Caspian a terminé pour moi, d'une voix neutre. Oui, il aurait pu. Le silence qui a suivi était lourd de vérité que personne ne voulait dire. Finn s'est concentré intensément sur le lapin. Ezra a alimenté le feu avec des mouvements précis et prudents. Jasper a fini d'envelopper mes mains et s'est assis, sa tâche accomplie. J'aurais dû avoir peur. Oh, avoir peur. J'étais entouré de prédateurs qui auraient pu me mettre en pièces sans effort. Dirigé par un roi dont la réputation rendait nerveux les alphas chevronnés, mais je n'avais pas peur. Au contraire, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La sécurité. C'était absurde, illogique, probablement stupide. Mais c'était là, malgré tout. Une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu. Pourquoi m'aidez-vous? La question revint, plus urgente maintenant que je savais qui il était. Vous êtes le roi Alpha. Vous n'avez pas le temps de construire des cabanes pour des humains au hasard dans les bois. Caspian resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Puis il s'avança dans la lumière du feu, et je pus voir clairement son visage. Des traits forts marqués par de vieilles cicatrices, des yeux qui avaient trop vu, une bouche aux lignes qui suggérait qu'il souriait rarement et encore moins sincèrement. J'avais une sœur autrefois, dit-il enfin, et les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Une humaine, pleinement humaine comme toi. La meute de mon père, la tolérait à peine. Elle était brillante, pleine d'espoir, pensait pouvoir gagner leur acceptation par son travail acharné et sa gentillesse. Le passé m'a frappé comme un coup. Elle avait une sœur. Je savais ce que cela signifiait. Elle est morte en essayant de faire ses preuves, a-t-il poursuivi, d'une voix soigneusement dénuée d'émotion. Elle est partie à la chasse alors qu'elle n'avait rien à y faire, à la poursuite d'un loup solitaire qui avait tué du bétail. Elle voulait montrer qu'elle pouvait être utile même sans se transformer. Je l'ai retrouvée 3 jours plus tard. Le silence qui a suivi aurait pu engloutir des mondes. Finn avait arrêté de cuisiner. Jasper fixait ses mains. Les yeux d'Ezra reflétaient la lumière du feu et un vieux chagrin. « Je suis désolé, murmurai-je. » Ces mots étaient insuffisants et insignifiants. « Je ne veux pas de ta pitié. » Ses yeux se fixèrent sur les miens avec une intensité qui me coupa le souffle.
Je veux que tu comprennes que lorsque je t'ai vu construire avec des branches cassées, refusant d'abandonner, alors que n'importe quelle personne censée l'aurait fait, je l'ai vu. J'ai vu ce qu'elle aurait pu être si quelqu'un l'avait aidée au lieu de la juger. Ma gorge se serra autour des mots que je ne pouvais prononcer. Ce n'était pas de la charité. C'était une expiation, une dette payée à un fantôme en aidant un étranger qui lui rappelait sa perte. La cabane sera terminée demain, dit-il, son ton redevenant plus neutre, plus royal. Nous te laisserons des provisions, suffisantes pour passer l'hiver si tu fais attention. Demain, il serait une partie. Cette gentillesse étrange et impossible prendrait fin, et je me retrouverais seul dans une cabane construite par des loups qui n'avaient aucune raison de se soucier de moi. Merci. J'ai réussi à dire, les mots se brisant légèrement. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Je ne veux pas de remboursement. Il m'a interrompu fermement, mais sans méchanceté. Je veux que vous surviviez. C'est suffisant. Finn déclara que le lapin était prêt, et nous mangeâmes dans un silence relatif. La viande était riche et fumée, et c'était la meilleure chose que j'avais goûtée depuis des semaines. Ils sortirent du pain et du fromage. Je ne posais pas de questions, car mon estomac était trop occupé à se réjouir. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Silver Paw, je m'endormis le ventre plein et avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir qui me réchauffait le cœur. Je me réveillais au son des coups de marteau et à l'odeur de la sève de pin. Pendant un moment de désorientation, j'ai cru être de retour à Silver Paw, que les dernières semaines n'avaient été qu'un cauchemar et que j'allais me réveiller pour trouver Cordelia toujours en vie, toujours à la tête du groupe avec sa douceur et sa force. Puis la réalité m'est revenue. Le sol dur sous moi, la cabane à moitié terminée au-dessus, la gentillesse incroyable d'étrangers qui n'avaient aucune raison de s'arrêter. La lumière de l'aube filtrait à travers les trous dans le toit que Jasper et Ezra s'efforçaient déjà de boucher. J'avais dormi près du feu, enveloppé dans une couverture dont je ne me souvenais pas avoir reçue. Mon corps était chaud pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité. Caspian n'était nulle part en vue, mais je pouvais entendre sa voix à l'extérieur, basse et autoritaire, s'adressant à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Je me levai, mes muscles protestant après le travail de la veille et des semaines passées à dormir sur le sol froid. Mes mains étaient raides sous les bandages soigneusement posés par Jasper, mais la douleur s'était atténuée jusqu'à devenir supportable. Une petite consolation. Je pliai la couverture, une épaisse laine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an à Silver Paw, et sortis dans l'air si froid qu'il me brûlait les poumons. La cabane avait l'air différente à la lumière du jour, réelle, solide. Les murs étaient droits et solides. Le toit était presque terminé. Les cadres des fenêtres étaient déjà en place, attendant les vitres. Je fixais ces cadres, admirant le niveau de détail et le soin apporté à quelque chose qui m'était destiné. Moi, un humain insignifiant qui, hier encore, construisait avec des déchets. Tu es réveillé. Finn est apparu du côté de la cabane, les bras chargés de ce qui ressemblait à de la mousse. Bien. J'ai besoin de quelqu'un qui a de petites mains. Avant que je puisse lui demander pourquoi, il m'a tendu la mousse et m'a fait signe de regarder les murs. Il faut calfeutrer les interstices entre les rondins pour empêcher le vent de passer. Tu dois bien tasser la mousse. Tu comprends? Toutes les interstices, même les plus petits. J'ai compris que c'était un travail que je pouvais faire. Un travail qui ne nécessitait pas de force ou de vitesse surnaturelle. Je pris la mousse et commençai à la caler soigneusement dans les espèces entre les rondins, tandis que Finn m'observait d'un œil critique. Plus serré, dit-il après que j'eus terminé 3 sections. Ici, l'hiver ne pardonne pas les demi-mesures. Je poussai plus fort, ignorant les protestations de mes mains enveloppées. Il approuva d'un signe de tête et me laissa faire, disparaissant derrière la cabane. Je travaillais méthodiquement, me perdant dans la répétition. La simple satisfaction de voir les espaces disparaître sous mon attention minutieuse. Le soleil montait dans le ciel, sans toutefois parvenir à percer l'épaisse couche nuageuse. J'entendis des voix, le grondement grave de Caspian, et une autre voix que je ne reconnaissais pas, plus aiguë et plus formelle. La curiosité me tiraillait, mais je continuais à travailler. Quelles que fussent les affaires du roi Alpha, ça ne me regardait pas. J'étais à mi-chemin du muret lorsque Caspian apparut au coin, suivi d'une femme que je n'avais jamais vue auparavant.
Il était grande, élégante, même dans ses vêtements d'hiver pratiques, avec ses cheveux noirs argentés tirés d'en arrière en un chignon sévère. Ses yeux étaient ambrés, et lorsqu'ils se posèrent sur moi, je me sentis évalué et catalogué en un clin d'œil. C'est elle? Demanda la femme, sa voix dégageant une autorité qui vous faisait vous tenir plus droit sans même y penser. C'est Sarah, confirma Caspian. Sarah, voici Viven. C'est ma seconde. Une seconde. La bras droit d'un roi alpha, l'exécutrice de la loi et de la volonté sur tout un territoire. J'aurais dû m'incliner, montrer le respect qui lui était dû, mais j'avais les mains pleines de mousse et j'étais figé entre politesse et pragmatisme. Vive m'épargna cette décision en s'approchant. Son regard perçant embrassa mes mains bandées, ma silhouette frêle sous mes vêtements empruntés, la manière soigneuse dont j'avais emballé le chinking. Vous êtes humaine, oui, madame. Le titre honorifique m'échappa automatiquement. Des années de conditionnement. Et Marcus Thorne vous a exilé de Silver Paw. Mon estomac se noua. Que savait-il? Que lui avait dit Caspian? Oui, madame. Elle regarda Caspian, quelque chose passa entre eux, de cette manière silencieuse dont communiquaient les membres de la meute. Puis elle se tourna vers moi. A-t-il donné une raison? Je suis humaine. J'ai répété ce qui aurait dû être évident. Il veut une meute de guerriers purs. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Tu as survécu 2 semaines seul dans une nature sauvage qui tue des loups entraînés. Le ton de Viven était neutre, factuel. Cela suggère que tu es plus capable que Marcus ne le pensait. Je ne savais pas quoi répondre, alors je n'ai rien dit. Elle m'a contourné lentement, sans menace, mais avec minutie, comme si elle résolvait une énigme. Quand elle eut fait le tour, elle s'adressa à Caspian sans le regarder. Elle ne peut pas rester ici seule. Je sais. Sa voix trahissait quelque chose de lourd, de résigné. L'hiver la tuera, ou des renégats la trouveront, ou les yeux perçants de Vivienne rencontrèrent à nouveau les miens. Marcus apprendra qu'elle est encore en vie et enverra quelqu'un pour achever ce que l'exil a commencé. De la glace envahit mes veines. Je n'avais pas pensé à cela, à la possibilité que Marcus considère mon existence comme une insulte à son autorité. Des alphas avaient tué pour moins que cela, et Marcus s'était toujours soucié davantage de l'image que de la pitié. Elle pourrait venir avec nous, suggéra Finn depuis l'endroit où il était apparu sur le toit. Depuis combien de temps m'écoutait-il? Nous avons de la place? Nous avons de la place. Vive acquiesça prudemment. La question est de savoir s'il est judicieux d'amener un humain dans la capitale compte tenu des tensions actuelles. Quelle tension? Demandai-je, puis je regrettais immédiatement d'avoir parlé. Ce n'était pas ma conversation. Cela ne me regardait pas. Mais Caspian répondit quand même, ses yeux argentés rencontrant les miens avec une intensité qui fit légèrement s'estomper tout le reste. Certaines de mes politiques ont rencontré une certaine résistance. Les anciens chefs de meute qui croient aux hiérarchies traditionnelles, qui pensent que les humains ne méritent pas qu'on s'intéresse à eux, voire pire. Vous amener au cœur de mon territoire serait faire une déclaration. Une déclaration dangereuse, ajouta Viviane. Pour vous deux, alors je n'irai pas. Les mots sortirent avec plus de force que je ne le ressentais. Je me débrouillerai ici, je mourrai. Caspian m'interrompit sèchement. Vous mourrez, peut-être pas d'aujourd'hui, peut-être pas la semaine prochaine. Mais l'hiver se moque de la détermination. La vérité était là, entre nous, comme une troisième présence. Il avait raison. Je vivais sur du temps emprunté depuis que j'avais quitté Silverpaw. Grâce à la chance et au désespoir, et à cette obstination à ne pas abandonner que ma mère louait et qui l'inquiétait à la fois, mais la chance finit toujours par tourner. Si elle vient, dit Ezra d'une voix calme qui, malgré sa douceur, avait du poids. Elle devient notre responsabilité, la responsabilité de la meute. Sommes-nous prêts pour cela? C'était de la bonne question, celle qui tranchait entre sentimentalisme et pragmatisme. J'étais un fardeau, une faiblesse qu'il choisirait d'assumer. Dans la dynamique de la meute, cela n'avait aucun sens. On n'acceptait pas volontairement des fardeaux qui ne pouvaient pas porter leur propre poids. Je peux travailler, dis-je rapidement, désespérément. Je sais que je ne suis pas aussi forte que vous, mais je peux cuisiner, nettoyer, réparer des choses. Tu peux, Sarah. La voix de Caspian a coupé court à mes tourments. Arrête! Je me suis arrêté, la bouche fermée, le cœur battant à tout rompre contre ma poitrine.
Il s'est approché suffisamment près pour que je doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Si tu viens avec nous, ce ne sera pas en tant que servante. J'ai du personnel pour cuisiner et nettoyer. Tu viendras en tant que membre de la meute, avec toutes les protections et les attentes que cela implique. La meute. Ce mot flottait dans l'air comme quelque chose de magique, quelque chose que j'avais toujours voulu à Silverpaw, mais qui ne m'avait jamais été offert. Il m'avait accueilli, mais ne m'avait jamais intégré à la meute. Il ne m'avait jamais donné ce sentiment d'appartenance si profond. Je ne comprends pas, murmurai-je. Pourquoi le feriez-vous? Parce que je le choisis. Simple, définitif. La façon dont un roi alpha s'exprimait lorsque sa décision était prise, toute discussion était inutile. La question est de savoir si tu choisis d'accepter. Je regardais la cabane qu'ils avaient construite, ce cadeau impossible qui représentait plus de gentillesse que je n'en avais connu depuis des années. Puis la forêt au-delà, la nature sauvage qui finirait par me réclamer, peu importe à quel point je me battrais. Puis Caspian, Viven, Finn, toujours perchés sur le toit, et Jasper et Ezra qui regardaient depuis la porte. Ils m'offraient quelque chose dont j'avais cessé de croire en l'existence. Une chance. Pas de la charité, pas de la pitié, mais une véritable appartenance à un groupe de personnes qui avaient prouvé par leurs actions qu'elles voyaient en moi une valeur qui dépassait ce que je pouvais produire ou fournir. Oui, le mot eut du mal à sortir de ma gorge. Oui, j'accepte. Vive acquiesça d'un signe de tête sec et professionnel. Alors, nous partons dans 2 heures. Finn, Jasper, terminez la cabane quand même. Nous l'utiliserons comme relais pour les patrouilles. Elle me regarda. Voyager léger. Nous nous déplaçons rapidement. Elle partit alors avec cette grâce déterminée qui vient de décennies d'autorité. Je la suivis du regard, mon esprit essayant de comprendre à quel point ma vie venait de changer de direction. Elle est protectrice, dit Caspian doucement, lisant quelque chose dans mon expression, et méfiante envers tout ce qui pourrait menacer la stabilité de la meute, mais elle est juste. Donne-lui du temps. Du temps, j'ai du temps maintenant. Quelque chose dont je n'étais même pas sûr d'avoir la veille. La réalité commençait à s'imposer à moi, apportant avec elle 1000 questions que je ne savais pas comment poser. Caspian semblait sentir mon désarroi. Entre, mange quelque chose. Jasper te trouvera des vêtements plus adaptés au voyage. Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. Tout ira bien, Sarah. Je voulais le croire. Peut-être que je le croyais même un peu. Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Jasper trouva effectivement des vêtements, un pantalon en laine épaisse qui m'allait parfaitement, un manteau d'hiver convenable qui n'avait pas de trous, des bottes qui n'étaient pas maintenues ensemble par l'espoir et l'obstination. Tout était manifestement très cher, manifestement destiné à quelqu'un d'important, et je me sentais comme une imposteur en les portant. Ils te vont mieux qu'à moi de toute façon, dit Jasper lorsque j'essayais de protester. Je préfère les couleurs plus claires. Finn me mit de la nourriture dans les mains, de la viande séchée, du fromage dur, du pain qui était encore tiède. Mange maintenant, mange pendant le voyage. Tu es trop maigre. Ça rend Caspian nerveux. J'ai mangé parce que discuter semblait inutile, car mon estomac avait cessé de croire que la nourriture était fiable. Entre 2 bouchées, je les ai regardés terminer la cabane avec le même soin méticuleux qu'ils avaient montré depuis le début. Chaque détail était parfait, chaque joint solide, un cadeau accompli, même si je ne devais pas rester. Quand il fut temps de partir, je me suis tenu devant la cabane et j'ai ressenti un étrange sentiment de perte. Je n'avais jamais vécu ici, je n'avais jamais passé plus d'une nuit sous son toit inachevé, mais elle représentait quelque chose d'important. La preuve que j'avais essayé de survivre, que j'avais suffisamment compté pour que quelqu'un m'aide. Prêt? Caspian est apparu à côté de moi, vêtu de vêtements qui le désignaient clairement comme un membre de la royauté, du cuir sombre et une cape doublée de fourrure. Des bottes qui coûtaient probablement plus cher que le bois utilisé pour construire la cabane. Non, ai-je admis, mais je ne pense pas que je serai jamais prête pour ça. Sa bouche s'est courbée dans ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire. Honnête, bien. Nous avons voyagé sous forme de loup, tous sauf moi. Je chevauchais le dos de Caspian, mes doigts enfoncés dans son épaisse fourrure, essayant de ne pas penser à l'absurdité de la situation. Un humain chevauchant le roi Alpha comme dans un conte de fées.
Mais il avait insisté et Vivien avait convenu que c'était le moyen le plus rapide de parcourir la distance. Le monde défilait dans un flou de nuances de blanc, de gris et de vert foncé. Il se déplaçait à une vitesse incroyable, sautant par-dessus des obstacles que je distinguais à peine, traversant la forêt comme s'ils y étaient nés, ce qui était sans doute le cas. Je me suis accroché et j'ai essayé de ne pas être malade. J'ai essayé de ne pas penser à ce que je laissais derrière moi, ni à ce vers quoi je me précipitais. Nous nous sommes arrêtés une fois près d'un ruisseau où Vivienne a jugé qu'il était sûr de se reposer. Je suis descendu du dos de Caspian, les jambes tremblantes, les muscles endoloris par des heures de tension. Il a repris sa forme humaine, apparemment indifférent au froid et à l'absence de chemise. « Tu t'en sors bien, dit-il, et il semblait sincère. J'ai peur, ébrouai-je en acceptant l'eau qu'Ezra me tendait dans une gourde. La peur et le courage ne sont pas opposés. Il me regarda de ses yeux argentés troublants. Le courage, c'est d'avoir peur et d'avancer quand même. Les mots de ma mère sortaient de sa bouche au milieu d'une forêt gelée. Cette coïncidence me serra la poitrine. Nous atteindrons la capitale à la tombée de la nuit, annonça Vivien. Tout à son affaire. Sarah, quand nous arriverons, reste près de Caspian. Ne parle pas sauf si on t'adresse la parole. Ne regarde personne dans les yeux qui te défient. Compris? J'avais compris. Je marchais vers un repaire de prédateurs qui pourraient me voir comme une proie, protégé uniquement par la parole d'un roi dont l'autorité était apparemment remise en question par certains. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Nous avons poursuivi notre route alors que le soleil commençait à descendre, peignant la neige de doré et de rose. J'ai regardé la lumière changer, mémorisant ces moments d'une paix étrange et fragile, sachant d'une manière ou d'une autre qu'une fois arrivé à la capitale, tout changerait à nouveau. Et alors que les muscles de Caspian se contractaient sous moi pour un autre saut impossible, je me suis accroché plus fort et j'ai murmuré une prière à la mère que j'avais perdue, espérant qu'elle puisse me voir depuis l'endroit où vont les morts. J'essaie toujours, maman. Je reste courageuse, même quand j'ai peur. Les arbres commencèrent à s'éclaircir et au loin, j'aperçus des lumières. La capitale n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé quelque chose de médiéval, peut-être. Des murs de pierre et des torches, le genre de forteresse que l'on voit dans les films sur les loups-garous et les meutes anciennes. Au lieu de cela, lorsque nous avons franchi la dernière colline, j'ai vu une ville qui semblait presque normale. Des maisons avec une architecture réelle, des rues pavées bordées de lampadaires qui commençaient à s'illuminer dans le crépuscule, des magasins avec des vitrines exposant des marchandises. Elle ressemblait à n'importe quelle ville de montagne du Colorado ou du Montana. Le genre d'endroit où les touristes pourraient se rendre pour skier ou faire de la randonnée, sauf que tous ses habitants pouvaient se transformer en loups et me mettre en pièces. Nous avons repris notre forme humaine à l'entrée de la ville, Caspian et sa meute, s'habillant rapidement avec les vêtements qu'ils avaient emportés dans des sacs imperméables. Je me tenais maladroitement à l'écart, très consciente d'être la seule à trouver la nudité publique inconfortable. Ils traitaient cela comme un simple changement de chemise, avec désinvolture et sans y prêter attention. Reste près de moi, m'a rappelé Viviane, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion. Nous entrâmes dans la ville alors que les lampadaires s'allumaient, plongeant tout dans une lumière dorée et chaleureuse qui aurait dû être accueillante. Mais je pouvais sentir les regards posés sur moi. Je voyais les gens interrompre leur conversation pour nous regarder passer, pour me regarder passer. Une humaine parmi eux, marchant aux côtés de leur roi comme si j'avais le droit d'être là. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire les expressions. Confusion, curiosité, hostilité. Une femme aux cheveux grisonnants a même reculé, serrant son enfant contre elle alors que nous passions. L'enfant m'a regardé fixement de ses grands yeux ambrés, et j'ai détourné le regard, me sentant dangereuse, même si j'étais la seule ici à ne pouvoir faire de mal à personne. Ignore-les, m'a dit Caspian doucement, sa main se posant sur le creux de mon dos. Le contact était léger, à peine perceptible, mais il envoyait un message clair à tous ceux qui regardaient. Elle est sous ma protection. Cela fit également battre mon cœur à un rythme qui n'avait rien à voir avec la peur, mais tout à voir avec la chaleur de sa paume à travers mon manteau emprunté. Nous avons gravi une colline vers le centre de la ville où se dressait un bâtiment plus grand que les autres. Ce n'était pas tout à fait un palais, mais certainement plus qu'une maison. Une construction en pierre et en bois, à plusieurs étages,
avec des fenêtres qui brillaient de la lumière intérieure. Apparemment, c'était la demeure du roi Alpha et de son cercle restreint. Le hall d'entrée était chaud, chauffé par une immense cheminée dans laquelle j'aurais pu tenir 3 fois. Le sol était en bois poli, les murs décorés de tapisseries représentant des loups dans diverses poses, chassant, courant, hurlant à la lune. Un grand escalier s'élevait vers des étages que je ne pouvais pas voir. Sarah, une femme, est apparue par une porte latérale plus âgée que Vivienne, avec des yeux gentils et une fleur sur son tablier. Je m'appelle Margaret. Je m'occupe de la maison. Tu dois être gelée et affamée, pauvre petite. Avant que je puisse répondre, elle passa un bras autour de mes épaules et m'éloigna des autres, me parlant de bains chauds, de nourriture chaude et de repos bien mérité. Je jetai un regard hésitant à Caspian et le vis me regarder avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Vas-y, dit-il. Margaret s'occupera de toi. » Margaret fit exactement cela. Elle me conduisit à l'étage, dans un couloir bordé de portes, puis dans une pièce qui me coupa le souffle. Elle était plus grande que tout espace que j'avais jamais possédé, avec un vrai lit recouvert de couettes, une banquette sous la fenêtre donnant sur la ville en contrebas, une cheminée déjà crépitante de bois frais. Une porte sur le côté révélait une salle de bain, avec une véritable baignoire, profonde, en porcelaine, parfaite. « C'est trop, parvins-je à dire. Je ne peux pas. N'importe quoi. » Margaret avait déjà ouvert les robinets et la vapeur s'élevait tandis que l'eau chaude jaillissait dans la baignoire. Sa Majesté avait été très claire. Vous devez être traité comme un membre de la meute, ce qui signifie que vous avez droit à une chambre convenable comme tout le monde. Elle a ajouté à l'eau un produit qui sentait la lavande et la menthe. Maintenant, vous allez vous détendre pendant que je vous apporte à manger. Pas de discussion. Elle est partie avant que je puisse protester, fermant la porte d'un clic sec. Je fixais l'eau qui montait, ce luxe, et sentis des larmes me piquer les yeux. J'avais passé 2 semaines à me laver dans des ruisseaux glacés quand je le pouvais. Parfois, je passais des jours sans me laver parce que le froid était trop brutal. Et maintenant, ça. De l'eau chaude, de l'intimité, de la sécurité. Je me déshabillais lentement, retirant les couches de vêtements empruntés et les miens en dessous, usés et tachés par des semaines de survie. Mon corps était une carte de l'histoire récente. Des ecchymoses dues à des chutes, des égratignures causées par des branches, le contour net de côtes qui n'étaient pas aussi visibles auparavant. Je ressemblais à ce que j'étais, quelqu'un qui avait à peine survécu. L'eau était si chaude qu'elle me faisait mal au début, mais je m'y suis quand même enfoncé, laissant la chaleur brûler le froid qui s'était installé dans mes os. Je me suis frotté avec du savon qui sentait le miel et les herbes, regardant la saleté et le sang séché s'écouler dans le drain lorsque j'ai finalement retiré le bouchon. Puis je l'ai rempli à nouveau juste pour m'immerger, juste pour me réchauffer complètement. Margaret est revenue avec de la nourriture, une soupe épaisse avec des légumes et de la viande, du pain encore chaud sorti du four, du fromage et des fruits, plus que je ne pouvais en manger. Elle a également apporté des vêtements simples mais de bonne qualité, à ma taille. « Mange, repose-toi », m'a-t-elle ordonné gentiment. « Demain sera le moment de s'occuper du reste. » Mais le sommeil, lorsque je me suis enfin glissé dans le lit après avoir mangé jusqu'à en avoir agréablement mal au ventre, n'est pas venu facilement. Le matelas était trop mou, la chambre trop silencieuse, la sécurité trop inconnue. Je suis resté allongé à fixer le plafond, à écouter les bruits de la maison qui s'installaient autour de moi, et je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué. Je me suis demandé dans quoi Caspian s'était embarqué en m'amenant ici. Le matin est arrivé avec une pâle lumière du soleil et un coup à ma porte. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé Jasper tenant un plateau avec le petit déjeuner, des œufs, du bacon, des toasts, du café qui sentait divinement bon. « Sa Majesté demande votre présence dans son bureau après le repas », a-t-il dit, d'une manière formelle qu'il n'avait pas eue dans la forêt. « J'attendrai pour vous accompagner. » Cette formalité m'a semblé être un avertissement. Là-bas, nous étions presque égaux, unis par le simple objectif de survivre. Ici, dans le siège de son pouvoir, la hiérarchie se réaffirmait. Il était le roi Alpha, et moi j'étais quoi exactement? Je mangeais rapidement, puis m'habillais avec les vêtements que Margaret m'avait fournis, un pantalon sombre, un pull doux et des bottes vert foncé qui m'allaient parfaitement. Lorsque je ressortis,
Jasper me guida à travers des couloirs que je n'avais jamais empruntés seul, devant des pièces où j'aperçus d'autres membres de la meute qui s'arrêtèrent pour me dévisager. Aucun d'entre eux ne souriait. Le bureau se trouvait au troisième étage, une pièce remplie de livres et de cartes, dominée par un immense bureau sculpté dans du bois sombre. Caspian se tenait près de la fenêtre, regardant son territoire, et ne se retourna pas lorsque nous entrâmes. Merci, Jasper, dit-il, le congédiant sans le regarder. La porte se referma et nous nous retrouvâmes seuls. Le silence s'éternisa, me rendant nerveuse, mes mains se tordant devant moi. Finalement, il se retourna et je vis quelque chose dans son visage qui n'était pas là hier. De la tension peut-être, ou de l'inquiétude. Comment avez-vous dormi? Demanda-t-il. Eh bien, un mensonge, mais un mensonge poli. La chambre est magnifique. Merci. Il balaya cela d'un geste de la main, comme si cela n'avait pas d'importance. Sarah, nous devons discuter de votre position ici. Mon estomac se noua. Ça y était. Les conditions, les attentes, le prix de sa gentillesse. Tu es une humaine dans une meute de loups, a-t-il poursuivi en s'appuyant contre son bureau. Cela te rend vulnérable d'une manière que tu ne comprends peut-être pas tout à fait. Certains te considéreront comme faible, comme une proie, comme quelque chose à éliminer pour me prouver quelque chose. Je comprends. Moi aussi, je comprenais. Je vivais cette réalité à Silver Paw, mais les enjeux étaient moins mortels. Je ne pense pas que tu comprennes. Son regard a croisé le mien, sérieux et intense. À Silver Paw, tu étais toléré. Ici, ta déclaration. Ma déclaration, en t'accueillant chez moi, dans ma meute, je déclare que les humains ont une valeur qui dépasse ce que reconnaît la loi traditionnelle de la meute. Cette protection s'étend à tous, pas seulement à ceux qui sont nés avec des griffes. C'est bien, n'est-ce pas? Demandai-je prudemment. C'est nécessaire, corrigea-t-il. Mais cela fait de toi une cible pour ceux qui s'opposent au changement. C'est pourquoi je t'assigne un garde. Un garde? Répétai-je, pas sûr d'avoir bien entendu. Finn t'accompagnera chaque fois que tu quitteras cette maison. Il est fort, loyal, et ne tolérera personne qui te menace, dit Caspian avec une expression légèrement adoucie. Je sais que cela semble excessif, mais fais-moi confiance. Ai-je acquiescé, ne faisant pas confiance à ma voix, un garde, parce que j'avais besoin d'être protégé de son propre peuple. La réalité de ma situation devenait de plus en plus claire. Il y a autre chose. Il a hésité, et je ne l'avais jamais vu incertain auparavant. C'était presque pire que son ordre. La meute s'attendra à quelque chose. Ils s'interrogeront sur ton rôle ici. Pourquoi je t'ai amené ici? Que veux-tu dire? Ils supposeront que tu es... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Importante pour moi, personnellement. Je rougis en comprenant soudain. Ils penseraient que je suis quoi? Sa maîtresse, sa compagne. Une sorte d'intérêt romantique? Mais ce n'est pas le cas, dis-je rapidement. Nous nous connaissons à peine. Tu m'as aidé à cause de ta sœur parce que je sais que tu le sais. Mais les perceptions comptent dans la politique de la meute. Il passa une main dans ses cheveux noirs. Frustré. Je ne corrigerai pas leurs suppositions, car la protection que procure le fait d'être considéré comme mienne est le bouclier le plus puissant que je puisse t'offrir. Mais je voulais que tu comprennes dans quoi tu t'embarques. Les chuchotements, les jugements, la jalousie. J'ai repensé à l'escalier hier soir. La femme qui éloignait son enfant. L'hostilité que j'avais ressentie comme une présence physique. S'ils pensaient que je couchais avec leur roi, cette hostilité s'intensifierait pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. Je ne devrais peut-être pas rester, dis-je doucement, si ma présence ici cause des problèmes. Non. Le mot sortit d'un ton sec, autoritaire. Tu ne partiras pas, je ne t'enverrai pas mourir dans la nature parce que ma meute a des idées dépassées sur qui mérite d'être protégé. Mais non, Sarah, dit-il en s'approchant. Et je pouvais sentir l'odeur du pain et quelque chose de sauvage, quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Je t'ai fait une promesse. Tu fais partie de ma meute maintenant. Cela signifie quelque chose pour moi, même si ce n'est pas encore le cas pour tout le monde. La conviction dans sa voix me serra la gorge. Personne n'avait jamais lutté pour moi comme ça. Personne n'avait jamais considéré que j'en valais la peine sur le plan politique. D'accord, murmurai-je. Je resterai. Son expression s'adoucit. Je sentis une tension que je n'avais pas remarquée se relâcher dans ses épaules. Bien. Margaret va te faire visiter la maison et te présenter au personnel.
Finn viendra te chercher après le déjeuner pour te faire visiter la ville. Ce soir, il y a un dîner avec beaucoup de monde. C'est informel, mais il y aura beaucoup de monde. Tu rencontreras d'autres membres du cercle restreint, un dîner bondé où je serai exposé, jugé par des loups qui me voient déjà une rancune. Parfait. Je m'en sortirai, dis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Sa bouche esquissa un sourire fantomatique. Je sais que tu t'en sortiras. Tu as survécu 2 semaines seul dans la nature sauvage en hiver. Un dîner devrait être facile en comparaison. D'une certaine manière, j'en doutais. La journée passa dans un flou de noms et de visages dont je ne me souviendrai jamais. Margaret me présenta au personnel de maison, composé principalement de loups plus âgés qui me traitèrent avec une distance polie. La maison était immense, bien plus grande qu'elle ne semblait l'être de l'extérieur, avec des ailes que je n'ai même pas explorées. Finn est apparu après le déjeuner, comme promis, joyeux et détendu, ce qui m'a aidé à calmer mes nerfs. Ne les laisse pas t'intimider, m'a-t-il dit alors que nous traversions la ville. La plupart d'entre eux sont plus curieux qu'hostiles. Ils n'ont simplement jamais vu Caspian ramener quelqu'un à la maison auparavant. Jamais. Cela semblait impossible. Jamais. Finn l'a confirmé. Il est le roi Alpha depuis 8 ans. Pendant tout ce temps, il s'est concentré exclusivement sur la reconstruction des relations au sein de la meute, le renforcement des alliances et la modernisation des lois. Il n'a même pas songé à l'amour. Je ne suis pas une histoire d'amour, ai-je protesté. Je le sais. Tu le sais. Mais, a-t-il répondu en souriant, la perception est une chose étrange. Nous sommes passés devant des magasins où les gens nous regardaient fixement, devant une école où des enfants jouaient dans la cour, devant ce qui semblait être un terrain d'entraînement où des loups s'affrontaient sous forme humaine et animale. Finn m'a montré des bâtiments importants, m'a présenté à quelques personnes qui allaient de sincèrement accueillantes à froidement polies. Lorsque nous sommes revenus à la maison, j'avais la tête qui tournait à cause de toutes ces informations et j'étais à bout de nerfs à l'idée du dîner qui m'attendait. Margaret m'aida à enfiler une robe simple, bleu nuit, bien plus jolie que tout ce que j'avais jamais possédé. Elle essaya de faire quelque chose avec mes cheveux blonds, qui avaient poussé de manière sauvage et inégale pendant mon séjour seul, mais finit par abandonner et se contenta de les attacher en une simple tresse. « Tu es ravissante, me dit-elle. Sois toi-même. Sa Majesté voit clairement quelque chose de spécial en toi. » La salle à manger était déjà pleine lorsque j'arrivais. Finn était à mes côtés, comme promis. De longues tables étaient occupées par des loups engagés dans des conversations plus ou moins animées. L'air était chargé de l'odeur de la nourriture et du bourdonnement de la dynamique de la meute que je ne comprenais pas tout à fait. Les conversations ne s'arrêtèrent pas lorsque j'entrais, mais elles changèrent de ton. Elles devinrent plus conscientes, plus attentives. Caspian se tenait à la tête de la table principale, Vivienne à sa droite. Lorsqu'il me vit, son expression changea. Il s'est peut-être adouci ou assoupli. Il m'a fait signe de m'asseoir à la place vide à sa gauche, la place d'honneur, bien sûr. J'ai traversé la salle, sentant tous les regards suivre mes mouvements, sentant le poids des jugements, de la curiosité et du ressentiment. Mais j'ai gardé la tête haute. J'ai maintenu mon rythme, et quand j'ai atteint la table, j'ai croisé le regard de Caspian et j'y ai vu son approbation. « Tout le monde, dit-il d'une voix qui couvrait le murmure des conversations. Voici Sarah. Elle est désormais sous ma protection personnelle. J'attends de vous tous que vous la traitiez en conséquence. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre donné par un roi alpha. Et alors que je m'asseyais à côté de lui, sentant la chaleur de sa présence et le regard froid de sa meute, je compris que ma véritable épreuve ne faisait que commencer. Le dîner était un champ de bataille déguisé en repas. La conversation coulait autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. Les membres de la meute parlaient par-dessus moi, me dépassaient, me posaient parfois des questions qui ressemblaient davantage à des tests. Une jeune femme aux cheveux cuivrés me demanda gentiment comment je m'adaptais à la vie parmi les loups, l'accent mis sur le dernier mot indiquant clairement qu'elle trouvait le concept absurde. Un homme plus âgé voulait savoir quelles compétences je possédais qui pourraient être utiles à la meute, son ton suggérant qu'il savait déjà que la réponse était aucune. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, en gardant une voix calme, mes réponses honnêtes mais sans être défensives. Caspian mangeait à côté de moi, apparemment concentré sur son repas, mais je pouvais sentir son attention suivre chaque interaction,
chaque remarque subtile masquée sous forme de questions polies. C'est Vivian qui a finalement brisé la tension. Ça suffit, a-t-elle dit d'une voix qui n'était pas forte mais absolument autoritaire. Sarah a survécu 2 semaines dans la nature en hiver, ce qui aurait tué la moitié d'entre vous. Elle a regardé autour de la table, mettant quiconque au défi de contester. Cela mérite le respect, pas un interrogatoire. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu s'étouffer. Puis Finn a ri, brisant la tension. Elle fait aussi mieux que Jasper au Chinking, ce qui n'est pas peu dire. Je n'apprécie pas cela, a dit Jasper d'un ton modéré. Mais il souriait. Je fais un excellent Chinking. Le tien est tout juste correct, ajouta Ezra, prenant la parole pour la première fois de la soirée. La conversation s'éloigna alors de moi pour se concentrer sur les affaires de la meute, les patrouilles récentes, les questions d'approvisionnement pour l'hiver. Je mangeais avec gratitude, laissant les mots m'envahir, simplement soulagé de ne plus être le centre de l'attention. Sous la table, je sentis quelque chose de chaud se presser contre ma main. Je baissai les yeux et vis que les doigts de Caspian avaient trouvé les miens, me serrant brièvement pour me rassurer avant de se retirer. Ce contact dura peut-être 3 secondes, mais il stabilisa quelque chose en moi qui tremblait depuis notre arrivée. Après le dîner, les gens s'attardèrent en petits groupes, les conversations se prolongeant dans la salle commune adjacente, où un feu crépitait et où des meubles confortables invitaient à la détente. Je me tenais maladroitement près du mur, ne sachant pas trop où était ma place dans cet écosystème social. Quand une voix s'est élevée derrière moi, « Vous vous en êtes bien sorti ». Je me suis retourné et j'ai vu une femme âgée, aux cheveux complètement argentés, aux yeux d'un ambre pâle qui semblait me transpercer. Elle se déplaçait avec une canne, mais il y avait dans son attitude une force qui n'avait rien à voir avec la puissance physique. Je ne suis pas sûr de m'en être bien sorti, ai-je admis. Vous n'avez pas fui. Tu ne t'es pas caché. Tu ne t'es pas excusé d'exister. Elle a souri, et son visage s'est transformé en quelque chose de chaleureux et de compréhensif. Je m'appelle Elena. J'étais la meilleure amie de la grand-mère de Caspian. Je connais ce garçon depuis sa naissance. Je suis ravi de te rencontrer. Je le pensais vraiment. Elle me semblait rassurante, comme Margaret, comme quelqu'un qui avait vu suffisamment de choses dans la vie pour ne pas perdre son temps avec des futilités. « Venez avec moi, dit-elle. Ce n'était pas tout à fait un ordre, mais ce n'était certainement pas une suggestion. Nous avons traversé lentement la maison, sa canne tapant sur le parquet, jusqu'à atteindre une aile plus calme où les bridges de la fête s'estompaient en murmures lointains. Elle m'a conduit dans un petit salon et m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise près de la fenêtre. « Savez-vous ce qui est arrivé à la sœur de Caspian ?» demanda-t-elle sans préambule. « Il a dit qu'elle était morte en essayant de faire ses preuves lors d'une chasse. » Elena acquiesça lentement. « Mera, elle était brillante, courageuse et absolument déterminée à gagner le respect de la meute. Mais la meute, celle du père de Caspian, ne lui a jamais donné de véritable chance. Il tolérait son existence, mais lui faisait comprendre chaque jour qu'elle était inférieure. Faible, inutile. Son regard croisa le mien. Elle est morte en essayant de traquer seule un loup solitaire, car elle pensait que si elle rapportait la preuve de sa proie, il la considérerait enfin comme quelqu'un de valeur. Ma poitrine se serra en reconnaissant le poids familier de devoir prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé que vous n'en aviez aucune. Caspian l'a retrouvée 3 jours plus tard. Elena continua, la voix douce empreinte d'une vieille douleur. Il avait 17 ans. Cela l'a changé. Il avait toujours été sérieux. Mais après Mera, il est devenu déterminé, concentré sur la modification des lois de la meute, sur la création d'un espace pour ceux qui ne correspondaient pas au modèle traditionnel. Lorsque son père est mort et qu'il est devenu le roi Alpha, il a commencé à mettre en œuvre ces changements. Et cela lui a valu des ennemis. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demandai-je doucement. « Parce que vous devez comprendre ce que vous représentez pour lui. Vous n'êtes pas simplement une humaine qu'il a décidé d'aider sur un coup de tête. Tu es le fantôme de sa sœur à qui on a donné une seconde chance. Tu es la preuve que sa vision pour la meute, pour toutes les meutes, peut fonctionner. » Elle se pencha en avant, le regard intense. « C'est un lourd fardeau à porter pour une seule personne. Es-tu prête à l'assumer? » Je pensais à la cabane construite à partir des branches cassées, à m'éloigner du seul foyer que j'avais connu, plutôt que d'accepter d'être inférieur. J'ai pensé au choix de survivre même quand il aurait été plus facile d'abandonner. Je ne veux pas être un symbole,
et je dis honnêtement. Je veux juste vivre, peut-être trouver quelque chose qui ressemble à un sentiment d'appartenance. Elena a souri, triste et compréhensive. Ces choses ne s'excluent pas mutuellement, mais elles ne sont pas simples non plus. Elle s'est levée, s'aidant de sa canne. Sois prudente, mon enfant. Il y a ceux qui feraient du mal à Caspian en te faisant du mal. Reste proche de ceux qui ont prouvé leur loyauté. Elle m'a laissé là, ces mots résonnant dans la pièce silencieuse. Je suis resté assise longtemps, regardant la neige commencer à tomber derrière la fenêtre, réfléchissant à la responsabilité et à l'appartenance, et au prix à payer pour les deux. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées selon un schéma régulier. Les matins avec Margaret pour apprendre les rythmes de la maison. Les après-midi avec Finn, qui s'était désigné non seulement comme mon garde, mais aussi comme mon guide dans la culture de la meute. Les soirées se passaient souvent dans le bureau de Caspian, où il travaillait sur des documents interminables pendant que je lisais dans sa vaste bibliothèque, tous deux à l'aise dans un silence partagé. La meute restait divisée quant à son opinion à mon sujet. Certains, comme Jasper et Ezra, me traitaient avec une acceptation désinvolte, d'autres maintenaient une distance polie. Quelques-uns manifestaient clairement leur hostilité par de petites cruautés, en me fermant la porte au nez, en interrompant leur conversation lorsque je m'approchais, en m'envoyant des invitations à des événements de la meute qui, d'une manière ou d'une autre, ne me parvenaient jamais. J'ai appris à m'y retrouver, à trouver ma place entre l'acceptation et le rejet. J'aidais Margaret dans les cuisines, car cela me donnait un but et me permettait de profiter de sa compagnie joyeuse. Je me portais volontaire à l'école de la meute, où je faisais la lecture aux plus jeunes enfants qui ne comprenaient pas encore pourquoi la présence d'un humain parmi eux était censée être une mauvaise chose. Je me rendais utile discrètement, non pas pour prouver ma valeur, mais parce que l'utilité me servait d'armure contre le jugement, et j'observais Caspien diriger sa meute avec une combinaison de force et de compassion qui me serrait le cœur d'une manière que je ne voulais pas examiner de trop près. 6 semaines après mon arrivée, tout a basculé. Un messager est arrivé de Silverpaw, un jeune loup qui semblait nerveux en délivrant le message de son alpha. Caspian l'a reçu dans la salle officielle en présence de Viven et d'autres membres seniors de la meute. J'ai observé la scène depuis le balcon où Finn nous avait placés après avoir appris qui était arrivé. Marcus Thorne envoie ses salutations au roi Alpha, a commencé le messager, d'un ton formel et répété, et demande la restitution d'un bien qui a fui le territoire de Silverpaw sans autorisation. La température dans la pièce sembla chuter de 22 degrés C. L'expression de Caspian ne changea pas, mais j'avais appris à lire la tension subtile dans ses épaules, la façon dont ses yeux devenaient froids et vides. « Bien », répéta-t-il d'une voix dangereusement douce. « La jeune fille humaine, Sarah, » dit le messager en déglutissant péniblement. « L'Alpha Thorne prétend qu'elle a volé la meute avant de s'enfuir et qu'elle doit être renvoyée pour être jugée. » Je retins mon souffle. Volée? Je n'avais pris que les vêtements que je portais et le peu de nourriture que je pouvais transporter. C'était un mensonge, une invention pour justifier mon retour à Silverpaw et faire de moi un exemple. Marcus Thorne se trompe, dit Caspian, chaque mot précis et froid comme la glace. Sarah est un membre de ma meute sous ma protection. Elle ne sera pas renvoyée pour faire face à de fausses accusations destinées à la punir pour le crime d'avoir survécu à sa cruauté. Alpha Thorne a été très clair. Peu m'importe qui était Marcus. La voix de Caspian ne s'éleva pas, mais elle était empreinte d'une puissance tonitruante. Vous retournerez à Silverpaw et informerez votre Alpha que s'il souhaite discuter de la loi de la meute concernant les réfugiés et l'asile, il peut demander une audience officielle. Jusque-là, cette affaire est close. Le messager partit rapidement, presque en fuyant. La salle s'est remplie de murmures, les membres de la meute débattant des implications de la déclaration de leur roi. Je suis resté figé sur le balcon, les mains agrippées à la balustrade si fort que mes jointures étaient blanches. « Viens », m'a dit Finn doucement, m'éloignant avant que quelqu'un en bas ne puisse lever les yeux et me voir. Il m'a emmené dans le bureau de Caspian et m'y a laissé, fermant doucement la porte derrière lui. Je faisais des 100 pas dans la pièce, l'anxiété me rongeant comme des fourmis rouges. Marcus avait fait de moi son problème, avait transformé mon existence en un enjeu politique entre territoires. Caspian venait de me choisir publiquement plutôt que la paix diplomatique avec un alpha voisin. La porte s'ouvrit 20 minutes plus tard. Caspian entra,
la referma derrière lui et se contenta de me regarder. Je suis désolé, dis-je immédiatement. Je n'ai rien volé. Je le jure. Je sais. Il se dirigea vers le meuble où il gardait son whisky, versa 2 verres et m'en tendit un. Marcus cherche un prétexte. Il veut que tu reviennes pour sauver la face, pour prouver que personne ne quitte son territoire sans permission. Je pris le verre, mais je ne bus pas. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, nous attendons de voir s'il va escalader ou reculer. Caspian vida son verre d'un trait. Quoi qu'il en soit, tu ne vas nulle part. Cela pourrait déclencher un conflit entre les meutes. À cause de moi? Non, il posa son verre si violemment qu'il se fissura, à cause de Marcus et de ses idées dépassées sur le pouvoir et le contrôle, à cause des loups comme lui qui considèrent les humains comme inférieurs, comme des biens à gérer. Cela devait arriver tôt ou tard, Sarah. Tu n'es que le catalyseur. Je finis par boire, le whisky me brûlant la gorge. Je n'ai jamais voulu être le catalyseur de qui que ce soit. Je sais, dit-il d'une voix plus douce, mais parfois, nous n'avons pas le choix de notre rôle. La tension entre nous s'était accumulée pendant des semaines dans les silences partagés, les brefs contacts, la façon dont ses yeux me suivaient à travers les pièces. J'avais essayé de l'ignorer, de me dire que ma gratitude n'était pas de l'attirance, que ce que je ressentais n'était qu'une réaction normale à la gentillesse après des années de cruauté. Mais debout là, avec le poids des conséquences politiques qui pesaient entre nous, je ne pouvais plus faire semblant. Pourquoi, ai-je demandé? Pourquoi risquer autant pour moi en particulier? Tu pourrais aider les humains sans faire de moi ton projet personnel, sans m'introduire dans ta maison et dans ta vie. Et ma voix s'est brisée. Pourquoi moi, Caspian? Il laisse rester silencieux pendant un long moment. J'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis, parce que quand je t'ai vu construire cette cabane avec des branches cassées, refusant d'abandonner, alors que n'importe quelle personne rationnelle l'aurait fait, j'ai vu quelqu'un qui méritait mieux que ce que le monde lui avait donné. Quelqu'un qui méritait une chance d'être plus qu'une simple survivante. Il s'est approché, ses yeux argentés intenses. Et peut-être parce qu'en t'aidant, j'ai pensé que je pourrais me pardonner de ne pas avoir été là quand Mera avait besoin de moi. L'honnêteté de ses paroles a brisé quelque chose en moi. On ne peut pas sauver tout le monde, non. Mais je pouvais te sauver. Il a levé la main, hésitant avant de toucher doucement mon visage, son pouce effleurant ma pommette. Et peut-être égoïstement, je le voulais. J'aurais dû reculer, maintenir la distance entre le roi alpha et la réfugiée humaine. Mais au lieu de cela, je me suis penché vers lui, vers la chaleur de sa paume contre ma peau. Je ne suis pas elle, ai-je murmuré. Je ne suis pas ta sœur, je le sais. Son front reposait contre le mien, nos souffles se mêlant dans l'espace entre nous. Tu es Sarah, têtue, courageuse, incroyablement gentille, malgré toutes les raisons de ne pas l'être. Tu es toi-même, et c'est exactement ce que j'aime. Il n'a pas terminé sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. La vérité était écrite dans la façon dont il me tenait. Doux malgré sa force, respectueux malgré son pouvoir, quand il m'embrassait, c'était avec douceur et précaution, demandant plutôt que prenant. Je répondis en me mettant sur la pointe des pieds, en passant mes doigts dans ses cheveux sombres, en choisissant cette chose impossible avec la même détermination que celle dont j'avais fait preuve pour construire une cabane à partir de branches cassées. Le baiser s'intensifia, devint plus urgent, plus réel. Ses mains trouvèrent ma taille, m'attirèrent vers lui, et je m'y abandonnai volontiers, me pressant contre sa chaleur solide. Nous nous séparâmes, haletants, et ses yeux étaient d'argent fondu, scrutant mon visage. Reste, dit-il, et je savais qu'il ne parlait pas seulement de cette nuit, ni seulement de cet instant. Reste et aide-moi à construire quelque chose de mieux. Une meute où les humains et les loups peuvent coexister en égaux, où personne n'a approuvé sa valeur juste pour survivre. Je reste déjà, lui ai-je rappelé en souriant à travers des larmes dont je n'avais pas réalisé qu'elles coulaient. Où pourrais-je aller? Où tu veux. Son pouce a essuyé une de mes larmes. Tu es libre, Sarah. Tu pourrais partir demain et je t'aiderai à recommencer ailleurs, dans un endroit sûr. Je veux que tu saches que c'est nous. C'est un choix, pas une obligation. J'ai pensé à la cabane dans les bois, à la pile de branches cassées qui était devenue quelque chose de solide, sous les mains des loups qui avaient choisi d'aider. Au fait que l'appartenance n'était pas quelque chose que l'on gagnait, mais quelque chose qui était donné librement par des gens qui voyaient dans vous une valeur au-delà de ce que vous pouviez produire.
Je choisis cela, dis-je fermement. Je vous choisis, vous, tête meurtre, cette vie impossible que vous construisez. Non pas parce que je vous le dois, mais parce que je le veux. Le sourire qui transforma son visage était comme un lever de soleil, chaud, lumineux et plein de promesses. Il m'embrassa à nouveau, et cette fois, cela ressemblait à un commencement plutôt qu'à un simple moment. Marcus envoya deux autres messagers au cours des semaines suivantes, chacun avec des demandes de plus en plus agressives. Caspian les refusa tous, sa position restant inchangée. Finalement, on apprit que d'autres alphas observaient ce conflit, que certains soutenaient la position de Caspian sur les droits de l'homme, tandis que d'autres se rangeaient du côté des opinions traditionnelles de Marcus. La situation restait tendue, non résolue, pesant sur nous comme une tempête imminente. Mais malgré cette tension, la vie continuait. J'ai trouvé ma place dans la meute petit à petit, grâce à de petits moments de connexion. J'ai appris à lire à un jeune loup, j'ai aidé Margaret à préparer la fête du solstice d'hiver, j'ai entraîné Finn à l'autodéfense de base, parce qu'il insistait pour que j'apprenne au moins à donner un coup de poing. Et j'ai construit quelque chose avec Caspian, qui est passé du respect mutuel à quelque chose de plus profond. Il m'a enseigné les lois et l'histoire de la meute. Je lui ai appris que la force n'était pas toujours une question de pouvoir, que parfois, le plus courageux était de choisir la compassion plutôt que la cruauté. 6 mois après cette première nuit dans la forêt, à la date anniversaire du jour où il m'avait trouvé en train de construire avec des branches cassées, Caspian a fait une déclaration officielle devant la meute réunie. Il m'a déclaré sa compagne, non pas au sens surnaturel compris par les loups, mais dans la tradition humaine du partenariat et du choix. Et il a annoncé de nouvelles lois de la meute protégeant les humains, leur accordant un statut et des droits à part entière sur le territoire nordique. Certains ont applaudi, d'autres sont restés silencieux. Quelques-uns sont sortis en signe de protestation, mais le message était clair. La meute était en train de changer, de devenir quelque chose qui faisait de la place à ceux qui ne correspondaient pas au modèle traditionnel. Cette nuit-là, debout sur le balcon surplombant la ville qui était devenue notre foyer, Caspian m'enlaça par derrière, le menton posé sur mon épaule. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement. Je pensais à la file que j'avais construite à partir de morceaux brisés, sans aucun espoir. Certain qu'elle mourrait seule dans le froid. Je pensais à tout ce qui m'avait mené ici. La perte, le rejet, la lutte désespérée pour survivre. Et j'ai pensé à ce que j'avais trouvé à la place. Un sentiment d'appartenance, un but, un amour qui ne m'obligeait pas à être autre chose que moi-même. Pas un seul, ai-je répondu en me retournant dans ses bras pour l'embrasser alors que la neige commençait à tomber, recouvrant le monde de blanc. Dehors, les loups hurlaient pour saluer la lune d'hiver. Et à l'intérieur, enveloppé de chaleur et de sécurité, et d'un amour qui m'avait choisi plutôt que revendiqué. J'ai enfin compris ce que signifiait rentrer à la maison. Pas dans un lieu, mais auprès d'une personne qui vous voyait vraiment, et décidait que vous valiez la peine qu'on se batte pour vous. Les branches cassées étaient finalement devenues quelque chose de solide. Pas grâce à mes seuls efforts, mais grâce à ceux qui avaient choisi de m'aider, qui avaient vu du potentiel dans ce que d'autres considéraient comme sans valeur. Et au final, cela a fait toute la différence.